Nous sommes avec Marie Dufay, qui est régisseuse des collections pour le musée de Marimont. Alors Marie, vous avez fait des recherches sur une exposition intéressante, l'esprit japonais, l'œuvre de Gisbert Gombaz. Vous avez fait des recherches sur Gisbert Gombaz, qui était un passionné du Japon. Qui était-il exactement? Alors Gisbert Gombaz, à la base, est un avocat, jeune avocat du barreau de Bruxelles qui, sous les conseils d'un de ses confrères du barreau de Bruxelles, Octave Mauss, qui est le fondateur de la revue L'Art moderne, mais également du cercle avant-gardiste Les 20, mais également la Libre Esthétique, va illustrer quelques affiches Art Nouveau pour le salon annuel de la Libre Esthétique. Donc pour l'exposition ici, nous exposons deux affiches, celle de l'Aigle de 1900, mais également le Port de 1903. Et donc Gisbert Gombaz, qui est fasciné par l'Asie, mais également par le Japon, plus particulièrement par le Japon, va transposer dans ses propres compositions cette passion avec l'introduction dans ses propres compositions d'une iconographie japonaise avec l'emprunt d'une iconographie issue de la Manga Dokuzai, donc un très grand maître de l'estampe japonaise qu'on appelle l'estampe Ukiyo-e. Il va utiliser des thèmes tout à fait innovants pour l'époque. Donc ce sont plutôt des thèmes issus du monde de la nature, donc des oiseaux tels qu'un aigle, des thèmes un peu plus communs pour d'autres artistes de la fin de siècle comme le pont qui va être également utilisé par Claude Monet, par Van Gogh, par James McNeill Whistler. Donc ce sont en fait des thèmes iconographiques, mais également des éléments de composition qui vont être réutilisés et réappropriés pour offrir aux spectateurs ou en tout cas aux visiteurs des salons annuels de la Libre Esthétique des compositions tout à fait nouvelles et innovantes et qui permettent à ces artistes, surtout Gisbert Gombaz, de sortir des carcans des affiches de l'époque. Nous sommes avec Catherine Nopp, qui est commissaire d'une exposition particulièrement intéressante consacrée à Gisbert Gombaz. C'était un monsieur c'était un artiste, affichiste, qui s'est intéressé notamment à la céramique japonaise. Alors on peut découvrir toute une série de choses, une partie de sa collection ici, plusieurs pièces. Alors Catherine Nopp, dites-moi un petit peu quel a été le fil conducteur de cette exposition, comment vous avez procédé? Il y a une structure? Oui, il y a d'abord pour nous-mêmes cette redécouverte de céramiques japonaises qui ont appartenu à Gisbert Gombaz dans les collections de Marimont. En fait, c'est quelque chose dont nous n'étions jamais aperçus. C'est en étudiant le fichier d'une collection privée qui est entrée chez nous en 1963, qui était la collection d'Yvan Lepage, que je me suis aperçue qu'une quarantaine d'œuvres qui avait fait partie de la collection Lepage, avait auparavant fait partie de la collection de l'artiste belge Gisbert Gombaz. Donc, premier intérêt de cette exposition, qu'est-ce qu'un artiste fin de siècle collectionne comme céramique japonaise? À quoi avait-il accès comme céramique? Et qu'est-ce qui pouvait bien le guider dans ses choix? Alors, il y a dans la collection de Gombaz des œuvres assez conventionnelles qui sont tout à fait dans l'optique du japonisme de la seconde moitié du 19e siècle. Et puis, il y a des œuvres qui, à mon sens, relèvent d'un choix plus personnel encore de Gombaz, qui s'est intéressé au grès populaire du Japon, même parfois à des céramiques extrêmement simples, frustres, des bollatés ou des poatés de Kyushu, là où de nombreux Coréens ont fondé des ateliers de potiers. Et puis aussi, Gombaz s'est intéressé aux glaçures à la cendre, qui sont vraiment un type de décoration particulièrement apprécié des Japonais. Et en discutant avec mon collègue Ludovic Recchia, qui lui est conservateur de la céramique européenne et aussi directeur du centre Kéramis, centre de la céramique de la communauté française à La Louvière, nous sommes rendus compte que pas mal de céramistes belges, donc des céramistes, des créateurs, déjà dans les années 30, mais surtout dans les années fin des années 50 et dans les années 60 à 80, c'était aussi
tournés vers les grès et vers les glaçures à la cendre, après avoir eux-mêmes redécouvert la céramique japonaise. Nous sommes avec Catherine Knopp, commissaire d'une exposition consacrée à une collection, celle de Gisbert Dombaz, qui était passionné de céramique japonaise. Alors on peut découvrir différents styles, des œuvres très anciennes, des œuvres beaucoup plus récentes. Alors, vous parlez notamment d'une technique particulière, la glaçure à la cendre. C'est quoi exactement ? Eh bien, les glaçures à la cendre peuvent prendre différentes formes. C'est une des décorations les plus anciennes, en fait. Lorsque les potiers cuisaient leur peau dans des fours alimentés au bois, eh bien, pendant la cuisson, les cendres du bois volaient dans le four et se déposaient sur la paroi, sur la surface des pots. Et les potiers se sont rapidement aperçus que ces cendres qui se figeaient, qui fondaient et formaient une pellicule sur le pot, que ces cendres d'abord étaient belles, de différentes couleurs, selon que l'on utilisait du bois de pin ou des fougères ou un autre bois pour la cuisson, et que d'autre part cela imperméabilisait aussi le pot. Et donc d'une glaçure à la cendre née tout à fait naturellement dans le four pendant la cuisson, les potiers en sont venus à récolter des matériaux, des fougères, des algues, parfois différentes sortes de plantes ou de bois, et à composer alors eux-mêmes des cendres qu'ils ont appliquées sur la céramique avant la cuisson. Donc on est passé de la nature à la... pas encore à l'industrialisation à ce moment-là, mais en tout cas à un acte volontaire. Nous sommes avec Catherine Knopp, qui est commissaire d'une exposition intéressante ici au musée de Marimont. On commémore cette année les 150 ans d'existence des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon, et on en profite pour mettre en valeur des œuvres collectionnées par un certain Gisbert Dombaz, affichiste passionné de céramique japonaise. Une question plus globale que j'ai envie de vous poser, Catherine Knopp: qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, des artistes européens ont été comme envoûtés, happé par le japonisme, par l'orientalisme? Qu'est-ce qui peut expliquer ça, à votre avis? Je ne voudrais pas donner une réponse globale. Non, je sais bien que c'est difficile quand même de donner une réponse scientifique précise, mais je me suis toujours demandé pourquoi justement cet intérêt. Je pense que... en ce qui concerne Combaz, en tout cas, c'était un esprit curieux. Ça, c'est certain. C'est quelqu'un qui était en perpétuelle recherche, et l'estampe japonaise qu'il avait découverte en même temps que beaucoup d'autres Européens, après les grandes expositions universelles, a été pour lui une révélation dans la fermeté du trait, dans l'emploi de couleurs disposées en aplat, dans certaines perspectives qui lui ont semblé aptes à revitaliser l'art occidental. Et Combaz a écrit un bel article sur les paysagistes japonais à travers l'estampe. Dans la revue L'Art moderne, c'est un article qui est paru en 1894, si mes souvenirs sont bons, où il s'extasie vraiment sur cet art japonais, qui à l'époque n'est pourtant pas exempt d'influence occidentale, puisque il y a parfois une influence de la photographie aussi, ou certaines couleurs, notamment dans les bleus, qui sont d'origine occidentale. Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec les relations entre la Belgique et le Japon, c'est qu'il y a un va-et-vient perpétuel d'influence. Donc Combaz découvre cette estampe, s'en nourrit pour ses affiches, et comme il est professeur d'art décoratif également, eh bien, il va essayer de connaître tous les arts décoratifs japonais, que ce soit l'art du bronze aussi, ou l'art de la céramique, et c'est là qu'il va se lancer dans une collection. Il va tenter d'acquérir auprès des grands marchands qui ont des magasins à Bruxelles, auprès des antiquaires bruxellois, de la céramique japonaise qui va nourrir sa réflexion. Et donc il y a cette curiosité immense qui va le porter à la fois à explorer aussi la figure de l'animal dans la céramique japonaise, notamment dans les
les petites statuettes, donc dans les petits okimonos, mais aussi alors de manière beaucoup plus artisanale, disons, tout ce qui est pot, tout ce qui est récipient, tout ce qui est bol, tout ce qui est jarre pour la conservation des feuilles de thé, etc. Et il va s'intéresser à tout cela. Je crois que oui, il y a quelque chose de rafraîchissant, je dirais, dans la découverte d'un art qui est totalement différent de ce qu'était l'art européen à ce moment-là, et aussi dans la maîtrise que pouvaient avoir les Japonais de la céramique, et aussi dans la part qu'ils laissaient au hasard, parce que la cuisson, c'est quand même toujours un jeu de hasard. On ne sait pas toujours ce qui va sortir du four. Nous étions avec Catherine Nopp, commissaire de l'exposition qui se tient ici à Marimont, au musée, une exposition qui nous permet de découvrir les collections de Gisbert Donsbaz, monsieur passionné par la céramique japonaise. Alors pour, je dirais, alimenter cette exposition, il y aura toute une série d'animations, toute une série de choses intéressantes. On pourra découvrir notamment, on pourra fabriquer des grues, etc. Expliquez-nous un petit peu globalement ce qui va se passer. Oui, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues cette année à Marimont, puisque donc nous fêtons le 150e anniversaire de nos relations avec le Japon, et il y aura notamment 2 grandes journées de conférences que nous appelons Escale au Japon. La première, fin mars, sera consacrée au site japonisant du parc de Marimont, puisque Raoul Waroke, le fondateur du musée, avait, de son unique voyage au Japon, rapporté commandé plutôt au Japon des sculptures bouddhiques, mais aussi un portique donc qui lui relève de la religion shinto. Et donc nous allons évoquer l'histoire de ces grands bronzes et aussi les perspectives maintenant proches de leur restauration. La seconde escale au Japon sera consacrée à la nature, à travers les jardins, à travers l'ikebana, à travers la représentation de la nature dans les arts japonais, notamment dans les lacs. Le service pédagogique a aussi prévu un grand nombre d'activités, et il y a un projet qui va nous occuper toute l'année. Donc c'est le projet Senbazuru, qui est un projet lié à l'origami. Nous travaillons avec l'atelier du Lotus Rouge, qui nous permettra, ce projet, de réaliser 1000 grues en origami, donc en papier plié. Et au Japon, les grues sont un symbole de longévité, mais cet assemblage de 1000 grues est aussi une manière de formuler un souhait pour celui à qui on va offrir ces grues. Et donc nous espérons qu'avec l'aide de nos visiteurs, nous allons pouvoir réaliser ces 1000 grues en papier plié, en origami. Il y a un tutoriel d'ailleurs qui se trouve dans le hall d'entrée du musée. Et lorsque ces 1000 grues auront été confectionnées, eh bien, on va les assembler et les offrir à l'ambassade du Japon à la fin de l'année.